Alors, je me présente, Louis-Georges Placide, enseignant et militant, officiellement prof de lettres-histoire, mais qui s'est intéressé un peu à tout. Et l'un des sujets qui m'a particulièrement interpellé et sur lequel je travaille depuis l'époque où j'ai passé ma licence, c'était mon sujet de maîtrise, ce sont les événements de décembre 1959, plus exactement l'émeute du 20, 21 et 22 décembre 1959. Il s'agit d'un événement qui, de mon point de vue, est important pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans une période où nous, Martiniquais, nous sommes encore dans une lecture d'aliénation et nous sommes encore persuadés que le soleil se lève toujours à Paris. Un événement comme le 22 mai, qui est essentiel, un événement comme septembre 70, nous ne l'avons pas encore validé. Or, quand décembre 59 apparaît, c'est évident que c'est un événement certainement moins important, mais il est validé avant. Il y a donc André Baldi, dont on dit qu'il serait pied noir, mais je n'ai pas de confirmation historique, mais j'accepte l'hypothèse, qui veut garer et qui percute la Vespa de Moffat. Moffat est juste en face en train de boire. Quand il entend le bruit, il sort et demande à bénéficier d'un papier d'assurance. Papier qu'on lui refuse, bien évidemment. Et le chauffeur se réinstalle dans sa voiture et s'en va. Moffat le tient par le cou, le sort de la voiture et les deux hommes se battent. Et très rapidement, ils conviennent de l'absurdité de la réponse qui est donnée à une situation qui est bien réelle et qui est juridiquement prévue. Bon. Donc, dans ce cas, le pied noir Baldi, André Baldi propose donc à Moffat d'aller prendre un pot. Et Moffat s'en va avec lui. Mais deux groupes de personnes ont assisté à l'événement. D'abord, des gens qui sont en face. Donc, une première personne appelle la police. Et la police est la première à arriver et il n'y a aucun problème. Puisque Moffat et André Baldi sont en train de boire à l'hôtel de l'Europe. Donc, il n'y a plus de problème. La deuxième personne appelle directement la CRS, c'est-à-dire la compagnie républicaine de sécurité. Et les CRS débarquent, et comme ils le font souvent, avant même de comprendre ce qui se passe, ils commencent par activer de la violence. Donc, les événements dérapent parce que les types ne sont pas veillatifs. Et donc, ces CRS sont là en mode « maca provoquer les autres », je vais casser du nègre, c'est un peu ça. Le discours, ce n'est peut-être pas l'intention, mais c'est le discours que l'on entend, que l'on comprend. Donc, les gens affluent sur la savane et les premiers groupes se forment vers 9h30. C'est la police qui intervient pour dissoudre le premier groupe. Le groupe se reforme vers 11h30. C'est la police qui intervient. Le préfet et le responsable de l'armée te dit « Non, non, tout est calme ». Il y a deux groupes qui se forment. Un groupe qui reste là, sur place, sur la savane, et qui attaque à nouveau l'hôtel de l'Europe. Alors, je dis à nouveau, et je me rends compte que j'avais oublié de préciser une chose. C'est que quand les CRS s'en vont, la foule qui est sur place prend conscience que c'est un appel téléphonique parti de l'hôtel de l'Europe qui avait provoqué l'intervention de la CRS. Donc, dans la deuxième partie du dimanche soir, cet hôtel ainsi que le kiosque Bédia qui lui appartient sont donc attaqués. Et donc, quand les choses recommencent le lundi soir, ces deux structures sont à nouveau attaquées. Et donc, on demande à ces policiers d'intervenir. Et une fois qu'ils interviennent sur la savane, l'une des personnes présentes coupe les lumières, donc on est dans l'obscurité totale, et l'historien ne peut pas dire dans quel ordre les choses se passent. Est-ce que les gens commencent par caillasser les policiers
Et de ce fait, ils tirent en l'air. Ou est-ce que les policiers tirent en l'air et se font donc caillasser? J'ai tellement de témoignages contradictoires qu'aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Les choses dérapent à partir du moment où on apprend que 2 jeunes sont tués, vraisemblablement dans l'ordre, parce que c'est presque simultané, mais me semble-t-il, avec d'abord Christian Marangeau, 15 ans, qui est tué au niveau du centre Périnon qu'on a aujourd'hui. Il est tué près de la cour Périnon, il y avait une structure sportive, 20 ans. Et d'autre part, Edmond Éloi Véronique, plus connu sous le nom de Rosile, qui a, j'ai dit, Marangeau c'est 15 ans, c'est un lapsus. Marangeau c'est 15 ans, et Éloi c'est 20 ans. 2 mineurs. À l'époque, la majorité, c'est 21 ans. Donc, 2 mineurs. Et l'un d'entre eux est tué en bout portant. Et le deuxième, Rosile, il est tué en présence des émeutiers. Pour Rosile, on ne sait pas trop. Et les gens qui peuvent parler ne prennent pas le risque de dire vraiment. Sauf que pour Marangeau, les gens sont présents, mais c'est un gradé. Donc les gens ne parlent pas. Curieusement, on en sait peu sur lui. Or pourtant, il y a des témoins qui vous disent « j'étais là ». Mais il n'y a pas qu'à parler. C'est comme ça. Les gens en colère, et je dirais dans une légitime colère, décident de mettre le feu à tous les commissariats. Pas tous, bon, celui de Sainte-Thérèse n'est pas attaqué par exemple, mais les principaux commissariats de Fort-de-France sont victimes de tentatives d'incendie. Voilà pour le deuxième jour. Et c'est les commissariats et les perceptions de Fort-de-France. Donc, voilà la première véritable soirée d'émeute. Et les choses se déroulent pratiquement jusqu'à peu près 1h, 1h30 du matin. Maintenant, le dernier et troisième jour, c'est le mardi. Il y a donc le foyer de Pont-des-Mostènes et le foyer de Mont-Pigevin. Les 2 principaux foyers, en tout cas de cette soirée. Donc les choses sont extrêmement violentes dans le camp faux Stalingrad, voilà, c'est Stalingrad, à ce niveau, et des pierres sortent donc de ces 2 foyers, Mont-Pigevin étant à l'étage, et donc les forces de l'ordre se font caillasser et elles répliquent en tirant à balles réelles. Alors, dans quelles circonstances meurt le 3e jeune? Les témoins, dont Gessner Mancé, qui est présent parmi les intellos qui sont là parce qu'ils sont présents, les intellos, ces derniers jours, ils sont dans l'émeute. Bien sûr, ils sont certainement inaudibles parce qu'il n'y a pas véritablement de mot d'ordre, mais ils sont présents pour protester. Ils sont là. Et donc, Gessner Mancé explique donc que ce petit jeune sort de Sainte-Thérèse et descend vers là où se trouve actuellement EDF. Sauf que la configuration n'est plus la même, et là, il y a un escalier qui me permet d'arriver à Mont-Pigevin. Et au sommet de l'escalier, il y a une grande croix qui a été implantée en Martinique lors du tricentenaire. Quand il reçoit la balle, il se dit, et la documentation le dit également, le préfet l'écrit noir sur blanc, qu'il continue à marcher, il vient tomber au pied du Christ et les émeutiers sortent un drapeau blanc. Les hostilités s'arrêtent, les ambulanciers interviennent, sauf que il meurt. Donc au total, on a j'arrondis entre ceux qui ont été officiellement comptabilisés et ceux que j'ai découverts après. Le dernier, je l'ai découvert cette année. On compte par balle, il y a à peu près une dizaine de personnes. Et parmi ces personnes blessées par balle, il y en a
trois qui décèdent. Marangeau, Rosil et Betzi.